on va voir trois parties. La première, qui est importante, qui concerne le fait de définir les intentions, trouver l'inspiration. Donc, on va poser quelques minutes là-dessus. Ensuite, ça va être un petit peu une partie assez didactique. Je vais essayer de vous donner quelques conseils, quelques principes de base qui sont importants à avoir en tête quand on aborde la construction d'une photographie et qui permettent très nettement d'améliorer assez simplement son résultat. Donc le but, il n'est pas de faire de vous des photographes en 15 minutes, mais mine de rien, déjà de, comment dirais-je, apprendre qu'il existe quelques principes fondamentaux. C'est pas en 15 minutes que vous allez les maîtriser, mais au moins vous aurez connaissance du fait qu'ils existent. Et derrière, à travers la lecture de la vidéo ou du support de la présentation qui vous sera, j'imagine, transmis à la fin, rien que le fait de savoir que ça existe, vous saurez ensuite où aller chercher les informations, vous référer, puis faire vos propres recherches. Mais il y a toujours pédagogiquement une différence entre ne pas savoir qu'on ne sait pas quelque chose et puis avoir connaissance que ça existe et qu'ensuite on peut aller le rechercher. Et enfin, je vous illustrerai à travers quelques exemples assez simples la différence qu'il y a entre ne pas appliquer quelques principes de base en photographie et puis les appliquer. C'est aussi, c'est OK pour tout le monde. On continue. Donc, la première chose, l'intention, l'inspiration. Donc, la première chose, c'est, et qui est vraiment importante, c'est quels sont les enjeux. Autrement dit, prendre une photo pour prendre une photo, OK, très bien, mais pourquoi? Quelle est la raison? Quelle est l'intention que j'ai à travers le fait de chercher une photo? C'est qu'est-ce que je veux mettre en valeur? Est-ce que je veux mettre en valeur un produit? Est-ce que je veux mettre en valeur un savoir-faire? Est-ce que je veux mettre en valeur un lieu? Est-ce que je veux mettre en valeur une ambiance, un objet, une personne? Ça, c'est vraiment fondamental. Parce que rien que le fait de vous poser la question va orienter votre réflexion sur le résultat lui-même et sur la construction de la photo. Il y a des principes fondamentaux en photo qui disent qu'une photographie, c'est en trois temps. Ça se pense, ça se construit, et seulement après, ça se prend. Donc la première chose, c'est vraiment de se poser la question du pourquoi. Encore une fois, si je vais prendre un exemple tout bête, si vous prenez sur du pain, si vous voulez mettre en valeur la noblesse des produits que vous utilisez pour faire votre pain, bah peut-être que la photographie que vous allez chercher à prendre, ça va être sur le grain, ça va être sur la farine, ça va être sur des outils. Donc, qui montrent la noblesse, tout le talent, tout le côté artisanal que vous mettez en œuvre pour faire quelque chose. Si vous voulez mettre en valeur un savoir-faire, à ce moment-là, ça va plutôt être une photo du boulanger en train de faire son pain. Et si vous voulez mettre en valeur le résultat, bah, ça va plutôt être la baguette, une fois qu'elle est cuite, sortie du four, mise en valeur, peut-être dans le magasin ou autre. Donc c'est vraiment la première chose à faire, c'est pas de précipitation, c'est de se dire, mais quelle est l'intention que j'ai à travers la photographie que je veux montrer. Une photo, c'est un message. Quel est le message que je veux faire passer? Donc c'est tout bête, mais c'est fondamental. Deuxième chose, c'est pour chercher l'inspiration, ben, la bonne idée, c'est d'aller regarder sur des médias. Alors, je ne sais pas si ça va être si c'est pour des photos qui ont destination à être dans un livre, ben, aller regarder des livres photos. Si c'est des photos qui ont vocation à être sur Instagram, sur un réseau social, allez sur le réseau social en question et regardez des photos, cherchez des photos qui sont un peu dans l'intention que vous nourrissez pour justement nourrir votre regard. En photo, on parle de nourrir le regard. Donc, allez regarder des choses, et quand vous voyez quelque chose qui vous interpelle, vous dites, tiens, celle-là, elle me plaît bien. Pourquoi elle me plaît bien? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans qui m'intéresse? Et à contrario, ce qui est au moins aussi important, c'est, ah tiens, celle-là, je la trouve pas terrible. Pourquoi elle n'est pas terrible? Comment est-ce que je peux faire pour ne pas reproduire ce truc-là qui me paraît pas terrible, puisque c'est pas le message que je cherche à faire passer? Donc, je ne vais pas m'attarder plus que ça là-dessus, mais gardez bien ça en tête. La première étape pour réussir une photo, c'est très en amont de se poser la question de l'intention. Qu'est-ce que je veux montrer? Quel est le message que je veux faire passer, que je veux véhiculer à travers ça? Encore une fois, je prends, imaginons l'exemple, je dis n'importe quoi, d'un bar. Alors, aujourd'hui, ils sont un peu fermés, mais quand ils rouvriront, est-ce que je veux mettre en valeur la décoration de mon bar? Je prends le vieux garage. Est-ce que je veux mettre en place, est-ce que je veux mettre en valeur le lieu, le vieux garage? Ou est-ce que je vais prendre en photo l'ambiance qu'il y a? Auquel cas, je vais plutôt me débrouiller pour faire la photo quand il y a des gens qui sont en train de rire, en train de parler, en train de boire un coup. C'est pas la même photo, c'est pas le même message. Les deux peuvent être utiles, mais ils vont pas illustrer la même chose.
Et puis, nourrissez votre regard, regardez les choses qui vous plaisent, regardez des choses et demandez-vous pourquoi elles vous plaisent ou pourquoi elles ne vous plaisent pas. Ça, c'est vraiment fondamental. Je vais essayer d'être sage par rapport aux consignes qu'on m'a données. Mhm. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel il y a déjà une incise à faire avant de passer à la suite? Pour l'instant, on n'a Pas de pas question. de réaction tout de suite dans le chat, mais je voulais rebondir sur ce que tu disais sur le fait d'aller utiliser les endroits où va être utilisée la photo, en fait. Par exemple, les médias sociaux. Si vous avez envie de voir plus ce côté-là, comment trouver l'inspiration, on avait fait une vidéo sur l'intérêt des médias sociaux pour un commerce. Donc, n'hésitez pas à aller la voir si ça vous intéresse pour développer ce sujet. Et pour l'instant, on n'a pas encore de réaction, mais on te dira, Yannick, directement, pas de souci. Donc, du coup, les participants, nos chers invités, n'hésitez pas à demander à prendre la parole aussi si vous préférez poser les questions directement. Vous pouvez utiliser l'outil lever la main et ou commenter sur notre messagerie instantanée sur le chat. Ouais, n'hésitez pas, hein, ça rendra plus vivant, c'est un café du commerce. S'il n'y a que moi qui parle tout le temps, on va vite tous s'ennuyer, donc n'hésitez pas effectivement à intervenir d'une façon ou d'une autre. Sur la suite, donc là, ça va être une partie pour le coup assez didactique, donc vraiment si vous avez des réactions, des questions ou autres, n'hésitez pas. Des principes qui vont faire la différence et comment on fait pour faire, entre guillemets, une bonne photo. Alors déjà, un point qui est important, voilà, il y a il y a deux photos de matériel, vous avez ce qu'on appelle communément un réflexe, vous avez quelqu'un à côté qui est avec un smartphone. Euh, Évidemment, le réflexe est l'outil photographique par excellence, donc il permet d'aller chercher une technicité beaucoup plus forte, un contrôle de tous les paramètres qui est beaucoup plus important. Il faut vraiment avoir une appétence pour ça. Donc c'est le cas d'un certain nombre de professionnels ou d'amateurs aguerris ou moins aguerris. Mais on peut faire des photos qui sont tout à fait correctes avec un smartphone. Il n'y a absolument aucun souci. Aujourd'hui, ils sont dotés d'objectifs de qualité, ils sont dotés d'algorithmes de qualité qui vous permettent de faire des photos tout à fait correctes, surtout si c'est de la photo éphémère. Si c'est de la photo qui a vocation à être sur une affiche, sur un livre, sur quelque chose de pérenne, là, il faut probablement aller chercher un matériel, une technicité un peu plus aboutie. Mais pour de la photo entre guillemets volatile, pour de la communication plus ou moins éphémère, il n'y a pas de souci, hein, on peut tout à fait faire avec un smartphone. Je vais être 100% transparent avec vous. Les photos que vous allez voir à la fin, enfin pendant l'exposé, je les ai faites moi avec mon smartphone pour vous montrer tout simplement que quelqu'un qui n'est pas très doué avec un smartphone, ce qui est mon cas, puisque moi j'utilise en tant que photographe plutôt des réflexes, quasiment exclusivement des réflexes, je suis très peu doué avec les smartphones. Pourtant, en appliquant à moi-même les principes que je vais vous montrer là, et sans vraiment maîtriser un smartphone, vous allez pouvoir voir qu'il y a une différence fondamentale entre une photo sur laquelle on n'applique pas quelques principes de base et une photo sur laquelle on applique quelques principes de base. Donc les photos que je vous montrais ne sont pas des photos sur lesquelles j'ai passé 107 ans. C'est des photos faites avec mon smartphone et je ne suis pas doué du tout pour les photos en smartphone. Donc c'est vraiment du concret, réaliste, fait en quelques minutes dans les jours qui ont précédé cette présentation. Donc les premières choses, les bons ingrédients, quels sont les bons ingrédients pour une bonne photo? Ils ne sont pas très nombreux. Déjà, en un, il y a des pièges à éviter. Donc on va en parler brièvement. Gardez-les en tête, encore une fois, vous pourrez revenir dessus, mais juste gardez en tête qu'il y a deux, trois pièges fondamentaux à éviter. Donc déjà, comme ça, on évacue les éléments qui vous empêcheraient de faire une bonne photo. Ensuite, pour faire une bonne photo, il y a un élément qui est fondamental, c'est la composition. C'est là-dessus qu'on va passer le plus de temps là ensemble, sur un certain nombre de principes, pas très compliqués, mais essentiels, qui font vraiment toute la différence. Et puis en trois, la lumière et le flou, on fera une petite incise là-dessus. Il a fallu prioriser parce on a peu de temps ensemble, en gros on a 1 heure. Donc vraiment, on va parler brièvement des pièges à éviter et de la lumière et le flou. Et le plat de résistance, si j'ose dire, ce sera sur la composition. C'est là où on va passer plus de temps, parce que c'est notamment ces principes-là qui permettent vraiment de faire la différence. Est-ce qu'il y a des questions, des réactions, des doutes, des interrogations? A Pour priori, l'instant, tout le monde est très sage sur le chat. toi j'ai captivé
tout le monde soit dans Et le... voilà. Mais en tout Et cas, c'est vrai que ce que tu disais, c'est très intéressant que effectivement il y a plusieurs types de photos et surtout ce que tu disais au départ, c'est l'intention. Voilà, quand on veut animer ses réseaux sociaux, par exemple, ce ne sera pas forcément le même type de photo, les mêmes exigences de la part de nos clients euh, quant à la qualité de la photo. Mais tant qu'à faire, autant appliquer les principes dont tu vas nous parler et avoir quelque chose d'assez sympathique. c'est ça, c'est ça. Mais même pour un site internet, hein, pour de l'illustration, comme dit, on peut tout à fait, encore une fois, utiliser le smartphone. Même si beaucoup de choses que je vais vous dire là, enfin, ça sera bien adapté à de la communication éphémère ou instantanée. Encore une fois, plus on va chercher sur du pérenne, plus il va falloir investir dans le temps de préparation, la réflexion, etc., ce qui est évident. Hop. Pense. Donc, premier élément, première chose, les pièges à éviter. Donc, globalement, il y en a trois. Ceux qui connaissent, It's a Trap. Première chose, le centre. Alors, ça c'est essentiel et on en reparlera dans la composition, mais gardez ça en tête, c'est que globalement, sauf sur les photos carrées, si vous faites des photos qui sont soit en portrait, soit en paysage, format traditionnel, je dirais, il faut éviter de faire ce qu'en photo on appelle mettre dans la pastille. Autrement dit, il faut éviter de centrer le sujet. On en parlera dans la composition, comment on fait pour travailler, mais notez que globalement, sauf sur une photo carrée, centrer son sujet, c'est pas terrible. Ça ne permet pas au regard de se déployer et de lire la photo. On parle de lire une photographie, qui est plutôt une lecture en Z, hein, comme les documents. Euh, Ça ne permet pas de lire une photographie de façon efficace. Le regard cherche, il ne sait pas où est le point de force, il ne sait pas où regarder. Donc, généralement, il faut éviter. Alors, comme toute règle académique, évidemment, on peut en sortir, mais il faut que ce soit vraiment intentionnel. Donc, vous pouvez éventuellement, même sur un format 2 tiers, 16e classique, vous pouvez tout à fait centrer votre sujet. Euh, mais par contre, retenez que la plupart du temps, il faut plutôt éviter. Ça ne met pas en valeur ce que vous chercherez à montrer. On ne sait pas quoi regarder quand c'est au centre. Il y a trop de vide autour. Deuxième élément, le flash. Alors ça, c'est la règle absolue. Encore une fois, sauf si vous êtes sur une technicité très avancée, retenez que globalement, pour toutes les photos que vous ferez en intérieur, il ne faut pas de flash. Le flash, c'est une lumière frontale, c'est une lumière dure, c'est une lumière blanche forte, elle détruit absolument la photographie. On appelle ça notamment l'effet fromage blanc sur un portrait. C'est-à-dire que vous allez avoir une face qui est toute blanche, tout noir tout autour. C'est affreux à souhait, ça ne met absolument pas en valeur. Ça écrase les perspectives, ça écrase les volumes, ça écrase les détails. Il faut absolument éviter que ça soit. Alors là, pour le coup, vous pouvez garder l'astuce aussi bien pour vos photos professionnelles que personnelles. La règle absolue du flash, c'est jamais en intérieur. Une photo en intérieur, elle sera beaucoup plus jolie en étant un peu floue mais sans flash, qu'en étant nette mais avec du flash. Ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment garder en tête, c'est que les appareils photo, de base, et que ce soit les réflexes ou les smartphones, ils sont faits pour faire des photos nettes. Ils ne sont pas faits pour faire des photos qui soient jolies. L'ordre qu'on lui donne, c'est il faut que ce soit net. Et pour que ce soit net, quand il manque de lumière, il met le flash. À ceci près que quand on veut mettre en valeur quelque chose, le flash détruit la mise en valeur. Donc, un maximum de lumière artificielle ou naturelle, ça, c'est pas un souci, on en reparlera un petit peu tout à l'heure, mais jamais, jamais, jamais le flash. À l'intérieur, jamais. Ça, c'est la règle absolue. Et troisièmement, les détails. C'est tout bête, mais l'œil humain est construit sur le modèle d'un prédateur. Ça vient de notre histoire biologique. On a les yeux d'un prédateur. Autrement dit, on recherche, notre œil, il est programmé pour rechercher les détails, alors le mouvement aussi. Si vous êtes déjà retrouvé dans un endroit à discuter avec des gens avec une télé qui bouge dans un coin, vous voyez que vous êtes tout le temps en train de détourner le regard, c'est normal. On a des yeux de prédateur, un truc qui bouge, c'est peut-être un truc qu'on peut manger, donc on le regarde. Et ben c'est pareil, dans une photographie, les détails sont hyper importants. Le moindre détail parasite va avoir tendance à attirer votre regard parce qu'il est programmé pour ça. C'est OK, j'ai une image générale, je comprends ce qui se passe, mais là, il y a un détail. Là, il y a c'est peut-être un truc qui est dangereux pour moi ou c'est peut-être un truc que je peux manger. Donc, notre biologie est faite comme ça. Donc, il faut être très attentif quand vous construisez votre photo
à éviter les détails parasites, ça va complètement brouiller votre message. Alors, je vois qu'a priori, il y a des choses qui sont en train d'arriver dans le chat. Amélie, Carole, est-ce que vous avez quelque chose à Oui, dire? Oui. Allez-y. Carole. Alors j'ai effectivement Pauline Ludwig qui signale qu'effectivement, elle cherche à donner envie aux clients d'acheter ses plats emportés par le biais de photos sur les réseaux. De la même façon que Renate Quentin, elle également utilise les photos des fournisseurs, elle, pour présenter les nouveaux produits. Mais ce qu'elle aimerait surtout, c'est donner un ton plus proche et personnel avec des photos maison. Est-ce que tu peux leur apporter une réponse là-dessus? Ouais, alors sur les, comment dirais-je, sur la première, donner envie aux clients d'acheter vos plats. Oui, alors ça c'est effectivement souvent un usage, notamment sur les réseaux sociaux. Donc comme dit, c'est là où en plus le format carré il peut être adapté, il va sortir un petit peu de ce qu'on va se dire, de ce qu'on va se dire derrière. Mais encore une fois, les règles que je vais vous donner juste derrière devrait vous permettre assez facilement d'arriver à un résultat intéressant. J'ai presque un exemple à vous montrer dans ce que j'ai préparé. Et si vraiment il faut illustrer qu'il nous reste un petit peu de temps, je vous montrerai quelque chose qu'on a travaillé avec une amie il y a un an ou deux, pas très longtemps. Faut savoir, à Belfort, on a une championne du monde de bento. Je ne sais pas si vous savez ce que ça parle, le bento, c'est une espèce de boîte japonaise dans laquelle on a un repas. Ben, à Belfort, on a une championne du monde de bento. Et au dernier championnat du monde, j'ai eu la chance et le privilège de faire la photo qui lui a permis de gagner le championnat du monde. Alors évidemment, c'est elle qui avait fait tout le travail sur la nourriture, mais je l'ai aidé à préparer et à obtenir la photographie qui lui a permis un petit peu de se démarquer. Donc c'était un travail, une collaboration. Effectivement, le sujet de la nourriture, c'est un sujet en soi. On peut en parler 2 minutes. En gros, il y a une règle sur la nourriture. Euh, N'ayez pas peur de tricher un petit peu. C'est-à-dire qu'il faut mettre en valeur. Vous pouvez faire du brillant, par exemple, en aspergeant un petit peu d'eau pour que ça paraisse plus brillant. Si vous pouvez même pour un plat, pour qu'il paraisse bien chaud, ça va être tout bête, mais si vous avez quelqu'un ou si vous vapotez, vous pouvez faire un peu de vapeur ou mettre de la vapeur d'eau à côté, ça fera tout chaud, tout croustillant qui sort du four. Voilà, faut pas hésiter à tricher un petit peu. Mais en plus, avec les règles que je vais vous donner juste derrière, notamment en termes de composition, ça devrait être un petit peu plus simple. Et puis pour la question concernant les photos des fournisseurs, oui, euh, les photos de produits tels que souvent on les a sur les catalogues fournisseurs ou autres, pour faire simple, c'est souvent des photos qu'on appelle de type packshot. Autrement dit, on a le produit avec du blanc, qui est complètement dans le vide, avec du blanc autour. Ça montre quelque chose, mais c'est plutôt assez clinique. Alors qu'effectivement, il vaut mieux, si vous voulez mettre en valeur quelque chose, le mettre dans un environnement. Donc, comme vous le dites, une touche personnelle, maison, oui, c'est tout à fait souhaitable. Et encore une fois, dans ce que je vous montrais derrière, il y a un petit peu d'exemple. Si le matériel de pâtisserie, normalement, dans pas longtemps, vous allez être servi Renate ou Renaté, pardon, je ne sais pas trop comment on prononce. J'avance un petit peu, si vous le voulez bien, et puis on essaiera de garder un espace-temps pour des questions. Donc les pièges à éviter, on a vu la composition. Alors composition, globalement, les éléments à retenir, c'est qu'au départ, si on s'en occupe pas, forcément on a une photo, c'est bof. Quelles sont les règles à appliquer pour avoir une meilleure photo? En un, la règle des tiers. La règle absolue en photographie, la règle académique par excellence, la règle des tiers. La deuxième, c'est la question sur le format, portrait ou paysage. Encore une fois, ça s'applique essentiellement au format traditionnel, dit 2 tiers. Ça s'applique moins au format carré. Néanmoins, ça vaut quand même le coup d'en parler parce que pour tout ce qui est illustration, plus que sur les réseaux sociaux, le format traditionnel, portrait paysage, il fonctionne. Et même sur Facebook, globalement, de base, quand vous prenez une photo, elle sera au format natif auquel vous l'avez pris, elle n'apparaîtra pas en carré. Le format carré retrouve une forme d'actualité, notamment avec Instagram, mais il existe quand même d'autres formats, il vaut mieux savoir la différence entre le portrait et le paysage. Et puis le point de vue, c'est quel est le point de vue que j'adopte, autrement dit, la hauteur à laquelle je me mets par rapport à mon sujet, l'angle avec lequel j'observe mon sujet et je prends en photo mon sujet, ça on va voir que c'est fondamental. Si vous travaillez sur ces trois aspects-là, normalement, vous avez tout de suite une photo qui est bien plus qualitative. Donc je pose pas
Je ne pose pas la question, y a-t-il des questions maintenant? Je vais passer directement à la suite et on verra là pour le coup, pardon, à chaque étape si ça vous va. Donc la sacro-sainte règle dite des tiers. Alors les deux planches que vous allez avoir là derrière, le contenu, j'ai même pas eu besoin de l'inventer, je le sors d'une fiche pratique de la CCI. Donc Amélie ou Carole sauront tout à fait vous dire où retrouver ces éléments en plus de ce support, si jamais vous en avez besoin. La règle des tiers, c'est quoi? C'est le fait de dire, je découpe mon image en tiers, verticalement et horizontalement. Je ne sais pas si vous voyez mon pointeur. Où est ma souris? Voilà. Est-ce que vous voyez mon pointeur de souris? Amélie, Carole? Oui, oui. Ok, très bien. Donc, Oui. c'est effectivement, c'est ce qu'on appelle les lignes de force. Et l'œil humain, il est fait, il faut bien voir que la photographie, globalement, ça a 170 ans, et que ben, ces 170 années de pratique photographique ont imprimé dans notre inconscient collectif une façon de voir, de composer, de lire une photographie. Et en l'occurrence, ça se base sur cette règle des tiers. Ça vient pas de nulle part, hein, ça a un rapport avec le nombre d'or. Je ne vais pas m'étendre, mais globalement, sachez que voilà, l'œil humain euh, trouve une harmonie dans la règle des tiers. Et donc, on revient sur ce que je disais tout à l'heure, qui est quelque chose qui est au centre d'une photo. L'œil n'aura pas tendance à considérer ça comme harmonieux. Il vaut mieux le positionner sur une des lignes de force. Et si vraiment vous voulez donner une incise, une attention très particulière à un élément de votre photo, eh bien, il faut le placer au croisement de deux lignes de force sur ce qu'on appelle ici les points de force. Ça marche en portrait, ça marche aussi en paysage. Donc, globalement, le truc à voir, c'est que sur la plupart des smartphones, il me semble qu'il existe, et comme je vous l'ai dit, je ne suis pas un spécialiste des smartphones, mais je l'ai vu passer sur le mien et sur ceux de mes petits camarades, il me semble qu'il y a une option qui vous permet d'afficher ces lignes directement à l'écran. Donc, ce qui peut vous aider grandement pour la composition de vos photos. Si jamais vous n'avez pas cette option, si vous ne savez pas la trouver ou l'activer, ben, c'est tout simplement, il faut les avoir mentalement en tête. Mais si vous pouvez les afficher, c'est mieux. Ici, vous avez deux exemples. Encore une fois, c'est issu de la fiche pratique de la CCI. Vous voyez ici que globalement, on a choisi de se mettre sur ce point de force et on va mettre en valeur, en l'occurrence ici, le plat, voire même la viande, cette partie-là de la viande pour montrer la cuisson, etc. Puisqu'on a travaillé sur le foulon en plus. Donc ça va vraiment guider notre regard pour dire c'est là qu'il faut regarder, c'est là le truc que j'ai envie de te montrer. Et ici, bah, à contrario, vous voyez qu'effectivement, l'élément qui est situé sur le point de force, c'est la main du cuisinier. Et on rejoint ce que je vous disais tout à l'heure en introduction, l'intention n'étant pas la même, la photo qui en résulte n'est pas la même. La première photo ici, on a choisi de mettre en valeur un résultat final, alors qu'ici, bien qu'on ait du plat, l'œil va aller regarder la main du cuisinier. Et donc là, par cette photo-là, ce type de photo-là, ce qu'on va mettre en valeur, c'est plutôt le savoir-faire. Ici, c'est le savoir-faire, ici, c'est le résultat. Donc encore une fois, on retrouve normalement, le message n'est pas le même, donc l'intention de départ ne devait pas être la même. Tu vois qu'il y a une main levée. C'est moi, c'est pour rebondir par rapport à ce qui s'est dit sur le chat, par rapport au... On a eu quelques remarques sur les réseaux sociaux. Justement, on peut voir ici que sur un même type de photo, on a deux messages différents. Donc, par exemple, la première photo, ça pourrait être très bien une photo d'Instagram si elle était un peu plus carrée, où on met en avant le résultat final. Et la deuxième photo, une photo de LinkedIn, où on met en avant le côté professionnel, le côté savoir-faire, où on va parler d'une capacité à, voilà, à produire quelque chose pour des pros. Ça peut être, voilà, ça pourrait être le même plat avec deux photos qui s'appliquent à différents messages, comme tu disais. Très Voilà, bonne, c'était juste pour faire le lien avec ce qui se disait aussi sur le chat. très bonne remarque. Donc, la règle des tiers s'applique aussi au format carré. Il n'y a pas de souci. À ceci près que le format carré va plus facilement s'affranchir de la règle de attention, il ne faut pas centrer. C'est-à-dire que la règle des tiers, ça fonctionne en format carré. C'est-à-dire que si vous mettez quelque chose sur une ligne de force, typiquement un portrait, si le regard il est sur la ligne des tiers du dessus, ça va être une photo qui va raconter quelque chose. Par contre, si vous mettrez un plat, une photographie d'un plat sur un format carré, vous pouvez tout à fait centrer le plat, c'est pas très grave. C'est juste que
la règle des tiers vous permet de travailler même en format carré pour adresser un message particulier, pour aiguiller le regard sur un élément d'attention particulier. Donc la règle des tiers s'applique tout à fait au format carré, il n'y a pas de problème. Ça s'applique à tout format de photographie de toute façon. Portrait ou paysage, je vais en parler que très brièvement. C'est juste, encore une fois, sachez que ça existe. C'est juste, ça existe. Donc, et vous dites, tiens, ça peut raconter des choses différentes. Là, j'ai tout affiché en une seule fois, mais c'est parce que comme ça vous permettrait de l'avoir un petit peu en guide quand vous reprendrez le support. Retenez bien que ce que je vais vous dire, ce sont des règles générales. Ce pas des règles absolues, contrairement à la règle des tiers, qui, elle, est une règle absolue, globalement absolue. Sur le portrait et le paysage, ça s'applique à tous les types de formats, évidemment, sauf au format carré. Pour le coup, ça n'a pas d'incidence. De façon générale, le format portrait, on l'associe à la paix, la tranquillité, au fait de raconter quelque chose, c'est narratif, ça ouvre le regard, c'est vraiment, on montre quelque chose dans la largeur, format cinémascope. Donc, encore une fois, hein, il y a 170 ans de photographie, il y a 100 ans de cinéma qui nourrissent ça. Le format allongé, c'est le format qui raconte. Donc, ça peut être, dans les films, il n'y a pas que de la paix et de la tranquillité, mais n'empêche, en photographie, ça va être la paix, la tranquillité ou la narration. A contrario, le format portrait, il est plutôt associé à la force, à la puissance, à l'impact, à quelque chose de soudain ou à quelque chose d'angoissant. C'est quelque chose qui enferme le regard. Le paysage, il l'ouvre, le vertical, il l'enferme. Autrement dit, il peut être très pratique pour focaliser sur quelque chose. Vous allez plus avoir une question de ressenti global quand vous êtes ouvert en paysage, et vous allez la focaliser quand vous êtes en mode portrait. Je vois qu'il y a une main qui est levée. Encore un petit relais, justement, il y avait une question concernant ce format vertical en disant, dans les stories, quand on fait des stories, finalement, on est sur ce portrait, enfin sur ce format portrait, quoi. On est vraiment à la verticale. C'est pas étonnant. Pour le coup, ça s'explique très bien ce que je viens de vous dire. Hein. C'est pas le fruit du hasard. Hein. C'est que la story, c'est quelque chose d'instantané. Donc c'est quelque chose qui est. Il est possible qu'il y ait une coquille dans la diapo. J'en suis navré. J'ai terminé ça hier soir assez tardivement. On corrigera, ne vous inquiétez pas. Les Oui, stories, on corrigera. c'est quelque chose qui est fait pour raconter. C'est vraiment un instantané. C'est quelque chose qui est censé être impactant. Donc c'est pas étonnant du tout qu'ils ont choisi ce format-là. On n'est pas dans la narration longue, on n'est pas, etc. On est dans l'impact. Ça dure quelques secondes et on enferme le regard sur quelque chose de bien particulier, très très court de quelques secondes. Donc c'est tout à fait adapté à ça. C'est pas un hasard, hein, le choix de ce format pour les stories. Et du coup, les règles s'appliquent aussi aux stories, en fait. Ah oui, complètement. Toutes les règles sont les mêmes. Globalement, les règles sont à peu près les mêmes en photographie et en vidéo. Hein. Simplement que voilà, c'est pas du tout le même art, la même façon de le mettre en œuvre, mais sur les réflexes ataviques, les réflexes psychologiques, la façon dont on regarde les choses, c'est à peu près les mêmes principes. D'ailleurs, c'est pas pour rien que le format portrait s'appelle le portrait. C'est-à-dire que globalement, on a un cerveau, encore une fois, on a un cerveau qui est très très orienté sur les visages, les regards. Il est fait pour vraiment, encore une fois, on jauge. Hein. Encore une fois, c'est un comportement de prédateur. C'est on voit un visage, la première question qu'on se pose, instinctivement, le cerveau reptilien, c'est ami ou ennemi. Donc on se concentre sur le visage, on se concentre sur le regard. Donc le format portrait, c'est celui effectivement, le format vertical, c'est celui qu'on a choisi, qu'on a privilégié très rapidement au cours de l'histoire de la photographie, ou même d'ailleurs de la peinture avant, parce qu'on enferme pour focaliser sur le sujet. Donc encore une fois, c'est une réponse, c'est un choix artistique, mais qui est guidé par des fondamentaux qui sont purement naturels, biologiques. C'est notre histoire de prédateur qui fait ça. Portrait, je focalise. J'ai un visage ou je regarde, ami ou ennemi. C'est de la reconnaissance. C'est pour ça qu'on l'appelle le portrait, c'est parce qu'on l'a utilisé pour le portrait. Donc juste deux exemples. Alors vraiment, c'est vraiment pour illustrer. Portrait au paysage, ici vous voyez, je vous montre, c'est la photo classique vraiment de paysage. Et encore une fois, pourquoi paysage? C'est comme pour le portrait, c'est parce qu'on l'utilise plutôt pour le paysage. Vous remarquerez au passage que la règle des tiers est globalement respectée. Et ici, on a choisi de dire la ligne de séparation entre la terre et les eaux, vous voyez qu'elle est effectivement à peu près aux 2/3. Ça raconte d'ailleurs pas la même histoire si ces 2/3 ils sont sur l'eau ou ils sont sur l'air.
Là, le photographe a choisi de concentrer sur l'eau, ça va nous raconter la tranquillité de l'eau. Si on remonte la ligne de visée et qu'on va plutôt montrer le ciel, ça va pas nous adresser tout à fait le même message émotionnel. Et puis sur un format vertical, vous voyez ce que je disais, donc là c'est un peu caricatural, hein, mais format vertical, il enferme, il peut amener de l'angoisse, il peut tirer une émotion sur quelque chose de beaucoup plus instinctif, de beaucoup plus animal. Là, pour l'anecdote, la photo, pour ceux qui connaissent, c'est le couloir du cinéma des quais, hein. Quand vous sortez des salles, c'est ce que vous voyez. Des questions, des remarques avant de passer à la suite? On peut y aller, c'est bon. Il n'y a pas de remarques précises pour l'instant. On va passer au point de vue. Point de vue, encore une fois, tout est une question d'intention. Rappelez-vous en permanence, hein, la photo, c'est un message. Donc, si je pose un message, qu'est-ce que je souhaite véhiculer à travers ce message? Donc là, globalement, il y a 4 choses à retenir. C'est quand je suis au-dessus, vraiment, je suis totalement à la verticale au-dessus de mon sujet. Donc globalement, ce que ça inspire, notre œil il est habitué, il dit quand je vois ça à un point de vue du dessus, qu'est-ce que ça raconte? Ben, ça raconte que je suis sur un point de vue qui est parfaitement clinique. Si je ne suis pas impliqué émotionnellement, c'est-à-dire je suis tellement au-dessus de mon sujet, je regarde, j'observe, ok, très bien, mais il n'y a pas d'implication émotionnelle. Ça tue l'émotion. En plus, comme globalement, ça va tuer les détails, les nuances, les volumes, etc., ça va aplatir complètement la photo. Donc, c'est pas forcément mal, c'est juste qu'il faut le savoir. Donc, ça peut aussi être un piège dans lequel ne pas tomber. Contrairement à ça, si je me mets en gros à 45 degrés, si je me mets en hauteur, mais pas à verticale, ça va donner une impression de domination du sujet. C'est clairement, voilà, je suis au-dessus de mon sujet, je le supplante, je suis au-dessus de lui, mon regard est un regard du haut vers le bas, je domine. Si je me mets, et vous l'aurez compris, la logique suivante, à la hauteur de mon sujet, c'est je suis l'égal de mon sujet et le sujet est mon égal. C'est une relation de pair à pair. Autrement dit, ce qui peut véhiculer le message, ce sujet est fait pour moi. Nous sommes pareils, nous sommes faits pour nous entendre. Nous nous comprenons. Et typiquement, si vous reprenez 2 planches plus haut, la photo du plat qui était prise, où on avait l'assiette en bas à gauche, elle était prise au niveau du plat. Donc on se projette facilement, on dit ok, je suis d'égal à égal avec le plat, ce plat il est fait pour moi. C'est un petit peu ce que ça raconte. Et puis bien évidemment, quand on est en contre-plongée, mon sujet me domine. C'est je suis dominé par mon sujet. Mon sujet a une puissance que je n'ai pas. Je suis en dessous de lui. Donc ça, c'est vraiment 4 choses toutes bêtes qui sont à retenir. C'est tout au-dessus, là c'était une tasse, tout au-dessus, je ne suis pas impliqué émotionnellement, je domine, je suis légal, ou mon sujet me domine. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Non, ok. Pas de question, non? Ça marche. Enfin, la lumière et le flou. C'est très clair qu'en fonction de comment on se pose. Vas-y, vas-y. Alors, j'ai quand même une question qui vient d'arriver. Quel angle prendre pour un portrait de profil? Alors, justement, ça, encore une fois, tout dépend de l'intention, mais pour un portrait pour un portrait de profil, il vaut mieux plutôt être en face de son sujet. Ça va être beaucoup plus harmonieux. Ça ne va pas donner le sentiment que soit la personne qui est en photo, elle est dominée par celui qui regarde, ou elle le domine. Encore une fois, c'est une question d'intention, hein. Si vous voulez faire paraître quelqu'un de géant, très imposant, machin, vous pouvez le prendre un petit peu d'en dessous pour que le sujet vous domine, vous supplante par son regard. Mais globalement, c'est plutôt du face-à-face. Pour des plats et des assiettes, ça va être un petit peu en fonction de ce que vous voulez montrer. Moi j'aurais tendance à dire que c'est entre, c'est entre le regard un peu oblique par le dessus, mais peut-être pas totalement. C'est voilà pour pas paraître Zeus qui regarde un truc qu'il est prêt à manger. C'est un peu entre les deux quoi. Et encore une fois, nourrissez votre regard. C'est qu'est-ce qui va vous parler à vous. C'est surtout ça. Voyez ça comme des guides, hein. Autant la règle des tiers est plutôt une règle. Franchement, maîtrisez-la bien avant d'en sortir. Autant ça, c'est plutôt un guide. C'est juste rappeler, voilà, quand vous allez chercher votre photo, vous allez balader votre appareil, votre smartphone. Il y a OK, qu'est-ce que ça me donne là, qu'est-ce que ça me raconte. C'est un petit peu ça l'idée. C'est pas une règle absolue, c'est plutôt un guide.
Oui, d'autres questions, d'autres remarques? Juste, on te remercie Oui. pour, euh, pour ce conseil. Et aussi, on parlait de profil LinkedIn tout à l'heure. Donc, quand on veut se présenter sous un aspect professionnel, tu dirais peut-être plus, pas forcément je domine. Franchement, plutôt de face. J'aurais Ouais. tendance à dire plutôt de face, parce que c'est le regard, c'est dans l'œil de celui qui regarde que va se trouver la réponse. Donc, si vous donnez l'impression d'être un peu pris en contre-plongée, la personne qui a dit, oh là, le portrait, là, il me prend un peu de haut, là. Alors qu'à contrario, si vous êtes pris par le dessus, il dit, oh là, ouais, ça donne pas, la personne, ça donne pas très confiance, quoi. Donc, bah là, pris en train de peindre, encore une fois, c'est l'intention qui va compter. C'est-à-dire que si vous souhaitez mettre des détails sur le pinceau, sur votre œuvre, moi j'aurais plutôt tendance à faire du dessus pour montrer que ce qui est important, et sur une ligne de force ou un point de force, pour montrer que ce qui est important, c'est votre outil ou le résultat, et que on domine, on maîtrise cet outil ou on maîtrise ce résultat. Si à contrario, c'est vous que vous souhaitez mettre en scène en train de peindre, à ce moment-là, je mettrais d'égal à égal. Et encore une fois, ça ne va pas passer forcément le même message. Merci. Intéressant. Ouais. Très brièvement, deux choses, et je ne vais pas vous faire toute une tartine contrairement à la composition, parce que ça, vous pouvez y revenir plus simplement. La lumière, c'est bon, enfin, photographie, c'est littéralement écrire avec de la lumière, ou sculpter avec de la lumière. Donc n'hésitez pas à en rajouter, à en enlever, jouer avec ça. Cherchez les angles, tournez un peu les choses. La lumière du soleil à travers une fenêtre, ça donne ça fait une ce qu'on appelle une boîte à lumière naturelle. Ça peut faire des très belles lumières. Donc la lumière, n'hésitez pas. Enfin, c'est photographie, c'est écrire avec la lumière, donc écrivez avec la lumière. Seule chose, encore une fois, attention au flash. C'est-à-dire que globalement, il faut que vous voyez les lumières que vous avez envie de rendre en photo. Le travail du flash, c'est tout à fait autre chose. Donc évitez le flash. Mais usez de la lumière, usez et abusez-en, c'est très très bien. Et puis, enfin, une dernière chose, euh, je vous ai dit, les appareils photo, ils sont faits pour faire du net. Alors que globalement, l'art de la photographie, c'est l'art du flou. On focalise sur le net et le flou va amener de la beauté, va amener une ambiance. Le flou, il va permettre de détacher le sujet. Donc, j'ai vu qu'il y avait une main levée, je termine et puis je passerai la main à la personne qui a la main levée. Euh, comment dirais-je, le net va permettre de focaliser, mais le flou va englober et ça permet de faire ce qu'on appelle détacher le sujet. Donc certes, si vous avez un réflexe, c'est beaucoup plus facile pour créer du flou que sur un smartphone, mais néanmoins, même sur un smartphone, il y a des fonctions pour créer artificiellement du flou. Vous pouvez tout à fait l'utiliser. N'hésitez pas à jouer avec ça, avec parcimonie peut-être dans un premier temps, mais n'hésitez pas à jouer avec ça. Oui, Oui, on a une question par rapport au type de lumière. Ce serait plutôt des lumières chaudes, des lumières froides. Est-ce que ça va eh ben, là, pour le ça coup, va... là encore une fois, c'est une question d'intention. Par définition, la lumière chaude va donner quelque chose de chaleureux, d'englobant, d'enveloppant, de rassurant. Une lumière froide, une lumière dure, ça ne va pas forcément montrer la même chose. Ça peut être très bien adapté pour un univers, par exemple, industriel, clinique, médical, les lumières froides. Ça peut éventuellement, ça va être plutôt du côté de la technique, quoi, qu'on va utiliser des lumières froides. Alors que les lumières chaudes, on va plutôt l'utiliser pour quelque chose de plus émotionnel, de plus rassurant, de plus chaleureux, quoi. Par Alors, exemple, pour des plats... Oui, par exemple, pour des plats, moi j'aurais plutôt tendance à utiliser des lumières neutres ou chaudes, plutôt que des lumières froides. Lumière froide, par définition, elle va refroidir le sujet. Donc, ça peut être compliqué une lumière froide pour la photo de nourriture. Il vaut mieux utiliser des lumières neutres, type lumière du soleil, ou un peu chaudes. Faut pas hésiter. juste une petite précision en fait sur un smartphone pour faire des effets de flou. C'est l'option mise au point sélective. Ouais, Il y a une photo et il y a une petite option qui s'appelle mise au point sélective qui permet de mettre l'accent sur un point de la photo et l'arrière sera en flou. Enfin voilà, c'est avec cet outil-là.
Je vois que le temps avance et comme d'habitude, je suis très bavard quand je présente quelque chose. Je vais vous montrer 3 exemples très très simples. À chaque fois, je vais vous montrer une photo. C'est une photo. Voilà, on l'a fait un peu trop vite. On n'a pas respecté un certain nombre de fondamentaux. Ça donne un certain résultat. Et voir comment, en appliquant très simplement certaines des règles ou l'intégralité des règles dont je vous ai parlé avant, tout de suite, on arrive à un résultat qui est différent et qui porte un message différent. Alors ça, vous voyez, enfin, très franchement, je ne me suis pas embêté, hein. J'ai fait du pain ce week-end. Voilà, j'ai posé mon pain sur les moules, sur la grille. Je me suis mis bien au-dessus. J'ai mis le flash. Il n'y a aucune règle des tiers. Enfin bref, j'ai appliqué tous les pièges et je n'ai appliqué aucune des bonnes pratiques. Voilà la photo que ça donne. Quelques secondes plus tard, en me disant OK, je vais, pour répondre à votre question, je me mets pas tout à fait à la hauteur du sujet, mais je me mets un petit peu. Je suis pas complètement au-dessus, pas complètement à l'égal. Je suis un peu entre les deux. Pas de flash, mais j'avais une lumière naturelle qui venait et qui met en valeur les aspérités du pain, on voit la farine, on voit le pain qui est en train de gonfler, on a des volumes, etc. Et puis, on n'a pas tous ces détails parasites qui sont là, qui sont à côté. On a quelque chose qui est plus chaleureux, beaucoup moins froid, une lumière qui n'est pas dure, une lumière qui est enveloppante. Et là, voilà, on a. Alors, on dit, je ne suis pas un professionnel de la boulangerie, et puis j'ai fait ça en quelques secondes, juste pour vous montrer, merci, merci, pour vous montrer que sur le même sujet, avec 3 secondes de OK, règle des tiers, où est-ce que je me positionne, lumière naturelle, pas de flash, on change complètement la nature d'une photographie et le regard qu'on porte sur le sujet photographie. Il faut vraiment pas longtemps. Donc ça, c'est plus bien. Dévoiler une ambiance, donc là c'est pareil, c'est une chose qui est toute bête. Ben là, encore une fois, j'ai pas respecté grand-chose, j'ai pas fait attention, j'ai des éléments parasites, j'ai utilisé le flash, j'ai pas fait attention, encore une fois, là qu'est-ce que j'ai? Ben, j'ai un bout du photographe, à savoir moi-même, qui apparaît dans le miroir. Les lumières sont quasiment inexistantes, elles sont plates, il y a des ombres projetées par le flash qui sont pas chouettes. Donc, et puis, je ne sais pas ce que je montre, qu'est-ce que je regarde? Je regarde la table, je ne sais pas trop quoi. Donc, méfiez-vous quand il y a des miroirs, hein. Miroirs sont de grands traîtres en photographie. On peut en jouer, évidemment, mais il faut plutôt s'en méfier. A contrario, il y avait quelques secondes de plus, ben voilà, on allume deux plans, on allume deux lumières, on se décale un petit peu, on prend un peu de recul, on fait attention aux éléments qui sont parasitants ou pas, on rajoute un ou deux accessoires. C'est en gros le même endroit, mais pris avec un angle légèrement différent, en allumant de lumière, en faisant attention. Et là, au moins, on raconte quelque chose. Alors, l'intention, ici, de dire, voilà, c'est là, on est dans un espace qui est nommé, qui est dédié. Ça raconte quelque chose, alors que là, ça raconte rien du tout, c'est juste affreux. Donc ça, c'est plutôt mieux. Et enfin, sur un produit, puisqu'on parlait de comment donner envie sur un produit, ça c'est une chose toute bête. Voilà, un whisky, je suis amateur de whisky. J'ai ouvert la boîte, ok, je l'ai posé sur la petite table du salon, j'ai cadré plein centre, le flash. Bon bah voilà, c'est l'aspect fromage blanc dont je vous parlais, hein. Le flash a foutu en blanc, a mis en blanc tout ça. La lumière derrière n'étant pas la lumière naturelle parce qu'elle est écrasée par le flash, ça ressort tout noir. Il y a des détails inopportuns, les ombres sont affreuses. Bref, si je cherche à mettre en valeur mon produit, ça marche pas. A contrario, si j'applique mes règles des tiers, j'enlève mon flash, je fais attention à ce qui se passe. Puis là même, j'ai utilisé un petit peu la fonction flou artificiel du smartphone en quelques secondes, puis en servant un petit verre, bah, en assemblant les choses, en faisant attention. Là, il y avait une lumière, c'est pas la lumière naturelle, hein, c'est la lumière de la lampe du salon, qui passe à travers le whisky, qui fait des jolies ombres, qui fait des jolies lumières. Là, vous voyez, sur la ligne des tiers, je me suis débrouillé pour que, en mettant mon appareil comme il faut, je vois la marque du whisky qui apparaît en transparence par le verre. Bon, globalement, entre les deux photos, il n'y a que quelques secondes qui se sont déroulées, le temps de se servir un verre et puis de chercher un peu un cadrage, mais on n'a pas du tout le même résultat. Règle des tiers, lumière, un peu de flou, le bon angle, et ça marche. Des questions, des remarques? Oui, il y a une question. Est-ce que je peux prendre vos photos pour faire un exemple sur un post réseaux sociaux en vous citant? Oh, moi, j'y vois aucun inconvénient. Vous voyez ça avec Carole et Amélie, mais aucun problème. Si ça peut vous rendre service, j'ai aucun souci avec ça. Fanny, pas de souci, on en discute. Aucun problème. D'autres questions?
On est arrivé à la fin de la partie cours Voilà. du lundi matin, je vous rassure. Et donc, on a aussi des remarques qui nous disent, qui te disent bravo pour le pain et que c'est très parlant comme exemple aussi Ok. de comparer de photos. Et voilà, je ne sais pas si tu avais d'autres exemples pour Alors, rendre plus dynamiques les photos, au cas où. ok, je peux- Avec des accessoires, par exemple. alors, pas forcément Comme beaucoup. là, tu as montré avec. Je peux vous montrer, est-ce qu'il vaut mieux mettre des couverts? Encore une fois, tout dépend, je vois la question qui arrive. Si vous rajoutez des couverts, notamment s'ils ne sont pas posés de façon clinique, mais qui sont peut-être un peu posés sur l'assiette, ça peut donner un peu de vie. Ça va donner plus vivant. C'est comme une photo, tiens, prise sur l'instant. On va déguster le plat ou on est en train de déguster le plat. Ça peut donner une impression un peu plus vivante. Mais encore une fois, c'est une question d'intention. Et n'hésitez pas, c'est vraiment, posez-vous la question quand vous regardez la photo, c'est OK, qu'est-ce que ça me raconte? Ça me plaît pas? Qu'est-ce que je peux changer pour que ça soit plus plaisant? Qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce qu'il y a en trop? Faut pas hésiter. Moi, je fais beaucoup de photographies de concerts. J'hésite pas à multiplier les prises de vue parce que les conditions de lumière sont très difficiles et que j'ai des sujets qui bougent. Néanmoins, je sais ce que j'ai envie d'aller chercher. Donc, contrairement à ce qu'on pense quand on prend plein de photos, c'est pas j'en prends plein au hasard parce que dedans j'espère qu'il y a la bonne. C'est je sais ce que j'ai envie d'aller chercher et je les multiplie jusqu'à ce que je l'ai, jusqu'à ce que je la capture. Donc, c'est pas du hasard et puis oh ben par chance il y en a une de bonne. Ça peut arriver, mais ça marche pas très bien. C'est plutôt qu'est-ce que j'ai envie d'aller chercher et je prends mes photos jusqu'à ce que ça y est, j'ai capturé ce que je cherchais. C'est là, c'est ça, c'est celle-là, c'est la bonne. Et si je peux rebondir sur ce que tu disais, c'est. Ah, pardon. On a une autre question qui est arrivée entre-temps. Alors, AI, je ne sais pas ce que c'est, je suis navré. L'intelligence artificielle, peut-être, je ne sais pas. HDR, franchement, je déconseille. HDR, ça fait hyper artificiel. Ça a été à un moment donné très à la mode, ça continue à l'être. Euh, HDR, je déconseille vraiment, ou alors par toute petite touche. Le humain est agressé par le HDR. Le principe du HDR, c'est de dire je vais uniformiser les hautes lumières, les basses lumières et les lumières moyennes. D'ailleurs, je vais donner. Alors que le humain, il n'est pas fait pour ça. Le humain, il est fait pour rechercher les contrastes. Donc, quand vous faites du HDR, en fait, vous écrasez tous les contrastes et vous mettez tout au même niveau. Les ombres, les hautes lumières, les lumières moyennes. Donc, ça fait totalement artificiel. Ça fait un peu science-fiction, ça fait onirique. Alors, si vraiment vous voulez aller chercher quelque chose qui va sur ces émotions-là, vous pouvez y aller. Mais attention, vraiment parcimonie, parcimonie, parcimonie. Par contre, caméra IA ou je suis navré, je sais pas ce que c'est. Peut-être, j'imagine que c'est des algorithmes qui vont améliorer la photo en fonction d'une nature. Est-ce que ça va être un portrait, un paysage, de la nourriture, quelque chose comme ça? Je ne sais pas. Mais je ne connais pas. Je ne peux pas vous répondre, Cécile, j'en suis absolument navré. D'autres remarques, d'autres questions? On nous demande de préciser ce que c'est que le HDR. Oui, Il oui, me ben, semble, en clair, c'est l'appareil photo qui prend 3 photos et qui les mixe ensemble, c'est bien ça? oui, Si, pour faire simple. c'est ça. En gros, pour faire simple, techniquement, c'est à peu près ça. L'appareil photo va s'auto-régler pour prendre une photo très assombrie. Comme ça, les hautes lumières seront perceptibles. Une photo très éclairée, comme ça, on verra ce qui se passe dans les ombres. Et une photo normale. Puis après, il associe les trois et il met tout à plat, il égalise tout. Donc, généralement, en plus, on rend les couleurs très très flashy par-dessus. Donc, globalement, si votre produit phare, c'est le LSD, ça peut fonctionner. Mais si c'est pas courant, quoi. Oui, c'est ça. High Dynamic Range. Voilà. Et puis, les caméras IA, ou AI, effectivement, tu avais bien compris, c'est les caméras qui utilisent le machine learning, en fait, qui utilisent les paramètres les plus utilisés pour certains types de photos et qui vont choisir de régler automatiquement la caméra. Alors là, je suis pas fan de ça. Effectivement. Pour une raison simple, c'est qu'encore une fois, alors, mais là, c'est peut-être mon côté un petit peu old school. euh, on déroge à la règle de je réfléchis, je prépare et je shoot. Quand on fait ça, on laisse faire la machine et puis en espérant que la machine elle nous sorte un bon résultat. Bon, ça peut peut-être fonctionner, je ne connais pas.
Mais bon, pour le coup, ça veut dire que vous déléguez une partie de votre créativité ou de votre intention euh, à la machine. Donc bon, n'ayant jamais pratiqué, je ne peux pas dire ce que ça. Instinctivement, je ne suis pas fan, mais si ça se trouve, c'est tout à fait génial. Essayez, voyez si ça vous plaît ou pas. J'ai une question Effectivement, de Philippe qui demande quel logiciel en post-prod. Alors là, c'est encore une fois, là, c'est vraiment une question de goût. Moi, j'utilise une chambre noire numérique. Encore une fois, c'est mon côté old school. C'est-à-dire que j'utilise des réflexes numériques, mais j'utilise une chambre noire numérique qui s'appelle DxO. C'est un produit français qui permet en gros, pour faire très simple, qui permet de faire sur l'ordinateur ce qu'on faisait avant dans les chambres noires. Donc, on retrouve ce plaisir du travail de la pellicule, du négatif qu'on avait en chambre noire avec les produits polluants en moins et puis la possibilité de revenir en arrière, etc. Donc, voilà. Après, vous pouvez utiliser du Photoshop, vous pouvez utiliser des logiciels qui sont. C'est vraiment une question de goût. Là, pour le coup, il n'y a pas de règle absolue, quoi. Moi, j'aime les approches très photographiques, c'est pour ça que j'utilise une chambre noire numérique. Photoshop peut être utilisé dans cet esprit-là, comme il peut être utilisé aussi pour modifier les photos, voilà, pour changer la nature de ce qui a été pris en photographie. C'est ni bien ni mal. Il n'y a pas de règle. Moi, j'utilise des XO à titre personnel. Lightroom aussi fonctionne bien pour faire ça. C'est juste des questions de philosophie différentes, mais en gros, c'est à peu près la même idée. Sur les autres, voilà, c'est vraiment essayer, trouver l'outil qui vous convient surtout, en fait. Vous faites pas mal avec quelque chose qui vous plaît pas, qui vous convient pas comme outil. Si vous aimez Photoshop, faites du Photoshop. Si vous aimez Lightroom, faites du Lightroom. Si vous n'aimez pas DxO, ne faites pas de DxO, quoi. Alors, je vends des bijoux, comment me prendre seul en photo avec des colliers portés? Alors, ça seul, c'est pas évident. J'aurais juste un conseil à vous donner. Et ça, pour le coup, je peux vous montrer, je peux vous partager peut-être deux plats, puisqu'il nous reste quelques secondes. Euh, tu, 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 tu. Alors, comment je peux faire ça? Euh, voilà. Est-ce que vous voyez mon écran avec la coulée de métal fondu? oui. Ok, très bien. Donc ça, c'est quelques exemples que j'avais préparés au cas où. C'est des photos que j'ai fait au travers des années. Et typiquement, donc voilà, ça, c'est le fameux bento champion du monde. Vous voyez, là où c'est humide, là où c'est brillant, c'est ce que je vous disais, hein, ça, on a rajouté avec un petit peu de pulvérisateur, un petit peu de pinceau avec un petit peu de gélatine pour faire plus brillant. Bon. Et il fallait que la photo reste un petit peu amateur, on n'est pas sur du pack shot, quoi. Voilà, c'est celle-là que je cherchais. Mon conseil, c'est centrez-vous vraiment sur le bijou en lui-même. Faites attention à ce qu'on ne voit pas trop votre visage, surtout pas vos yeux. Parce que, encore une fois, l'œil humain, il est programmé pour aller chercher le regard, pour aller chercher le visage, pour analyser amis, ennemis. Donc, si jamais vous portez un bijou et que vous prenez en photo et qu'on voit votre visage ou qu'on voit vos yeux, ça va troubler le message. Donc, vous pouvez vous-même vous prendre en photo. Alors, techniquement, c'est quand même assez compliqué, on va pas se mentir. Il faut plutôt se faire aider de quelqu'un, surtout que sans rentrer trop dans la technique, les objectifs qui permettent de faire le portrait sur les smartphones sont des objectifs de type grand angle qui vont amener des déformations importantes. Donc il faut plutôt se faire aider de quelqu'un. Et si vous le faites, centrez sur le sujet et pas sur vos yeux, pas sur votre visage ni sur vos yeux. Ça va complètement brouiller le message. On a encore une question. Est-ce qu'il vaut mieux faire des albums photos ou plutôt une seule photo pour capter des clients? Là, c'est peut-être Amélie qui va répondre. Là, c'est de la communication pure, c'est Amélie qui va répondre, pas moi. Pas de souci. Non, effectivement, en fait, ça dépend bien sûr, là où vous allez poster, mais c'est toujours mieux d'avoir plusieurs photos, d'avoir plusieurs formats du moment qu'on puisse se projeter en tant que client. Donc, si c'est par exemple sur un plat, évidemment, une seule photo suffit pour montrer le plat. Mais après, si c'est sur un menu, vous pouvez voilà, décliner avec les différents éléments du plat. Il existe aussi différents formats où vous pouvez faire des assemblages de plusieurs photos, donc albums photos, donc comme des carousels, où il y a plusieurs photos qui se succèdent et qui racontent une petite histoire.
Donc après, ça peut être d'une animation. Donc, par exemple, si vous allez animer et dire devinez mon ingrédient secret, par exemple, vous pouvez utiliser effectivement plusieurs photos, c'est très pertinent. J'ai vu passer une remarque sur éviter les miroirs. Oui, encore une fois, je vous l'ai Ouais. dit tout à l'heure, hein, les miroirs sont plutôt fondamentalement l'ennemi du photographe. Il faut vraiment le circonvenir pour en faire un allié, quoi. Mais c'est plutôt à éviter. Et puis, Amélie, on t'entend pas. une question. On a une question par rapport à Instagram pour choisir différents types de photos. Effectivement, quand vous allez sur Instagram, vous avez appliqué toutes les règles dont on a parlé là pour faire plusieurs photos de différents types. Donc, des photos qui racontent une histoire, des photos qui focalisent sur un produit. Et c'est vrai que c'est intéressant d'utiliser tous ces différents types de photos, de ne pas juste toujours mettre en avant un produit, mais de parfois aussi montrer l'ambiance, de varier les types de photos sur vos comptes de réseaux sociaux. Effectivement, c'est assez intéressant de règles de photographie dont on a parlé, qui vous permettent de faire des photos un peu plus dynamiques et un peu plus travaillées que ce qu'on a tendance à faire naturellement. Donc moi, par exemple, j'ai tendance à centrer ce que je veux montrer quand je publie quelque chose à titre personnel sur les réseaux sociaux. Et donc vraiment, après, tout ce qui est question de la fréquence, de tout ce qui est posé pour poster sur Instagram, par exemple, ou sur d'autres réseaux sociaux, bah justement, ça fait une très bonne transition avec notre conclusion à Carole. Oui, tout à fait, effectivement. Donc, si C'est vous la souhaitez partie aller question-réponse, plus juste pour loin, vous annoncer le prochain. donc effectivement, donc si vous souhaitez aller plus loin, désolé, mais on va revenir à la slide précédente juste après. Moi, je vous invite à lire notre newsletter La Boutique qui arrivera dès ce mercredi, donc dans vos boîtes mail pour ceux qui sont sur le site laboutique.fr. Donc ce mois-ci, nous avons choisi de mettre l'accent sur Instagram, donc justement pour faire le lien avec notre café du commerce. Et de répondre à la question, est-ce qu'il est important d'y être présent pour un commerce de proximité ? Donc, notre objectif, effectivement, c'est de vous expliquer tout ce qu'il faut savoir sur Instagram avant de se lancer. Donc, on va essayer de répondre à cette question dans notre newsletter et on vous y mettra, évidemment, un guide pour bien démarrer. Vous y retrouverez les fiches pratiques dont Yannick a parlé dans le café du commerce, la fiche pratique spéciale Instagram et tout un tas de conseils pour vous aider à démarrer ou à vous améliorer sur Instagram. Voilà. Donc, si vous avez fait un diagnostic laboutique.fr, vous allez recevoir cette newsletter en automatique. Si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à mettre votre adresse mail dans le chat pour qu'on puisse vous l'envoyer et que vous puissiez bénéficier justement de toutes ces informations. Et voilà, vas-y. Je voulais juste répondre rapidement à la question quelle fréquence quand même, à savoir que c'est quand même intéressant d'aller plusieurs fois au moins, 3 fois par semaine minimum sur Instagram. Il ne faut pas se mentir, c'est un réseau social qui demande aussi à être assez actif. Et bien sûr, ce n'est pas une science exacte. Hein, donc, si je vous dis 3 fois, n'y allez pas juste 3 fois parce que ça dépend aussi vraiment, quand vous avez un compte professionnel, vous pouvez analyser à quelle fréquence les personnes qui vous suivent vont voir votre compte. Et en fonction de ça, vous pouvez ajuster la fréquence de ce que vous postez sur Instagram. Mais comme dit, ce sera tout expliqué dans notre newsletter. Voilà. Je te repasse la parole, Carole, désolée. Oui, juste pour vous dire que dans l'heure qui va suivre, vous allez recevoir de notre part un petit questionnaire satisfaction dans lequel on va vous demander ce que vous avez pensé de notre café du commerce. Donc, c'est anonyme et l'objectif, c'est vraiment de voir comment on peut s'améliorer, ce que vous en avez pensé, etc. Il y a trois questions, vous inquiétez pas, il y en a pas pour très longtemps, mais on aimerait beaucoup avoir votre ressenti sur ce café du commerce. Donc, on attend vos avis. Vous allez recevoir tout ça par mail.
Amélie, je te laisse le mot de la fin pour le prochain Café du Commerce. Oui. Du coup, j'ai aussi mis le lien dans le chat vers le formulaire pour nous donner votre avis. Et donc, je vous invite à nous rejoindre le 14 juin. Et donc, le sujet est déjà posé pour l'instant. On va parler de quelles questions on peut se poser avant de créer un site internet. Voilà, justement, on a fait des belles photos, on sait faire des belles photos maintenant de notre commerce et de nos produits. Ces photos, comment les mettre en avant? Il y a d'une part les réseaux sociaux et il y a aussi un site internet qui est... Donc, on va analyser est-ce qu'un site vitrine un site e-commerce est-il nécessaire? Voilà, en fonction de chaque situation. Il y a plusieurs types de sites internet qu'on peut mettre en place. Voilà. Et le sujet principal du prochain Café du Commerce, ce sera de se dire, avant d'aller vers un prestataire, une agence ou d'engager quelqu'un ou même un de ses employés, lui donner la mission de faire ça ou de même se lancer par soi-même, quelles seraient les questions? Quelles sont mes intentions justement aussi par rapport à mon site internet? Qu'est-ce que j'ai envie de montrer? À qui je m'adresse? Et à quelle problématique de mes clients va répondre le site internet que je mets en place. Donc voilà, ce sera le prochain sujet. J'ai une dernière question qui est arrivée. Est-ce qu'il y a des stages photos possibles? Alors, là, si c'est moi qui dois répondre, j'aurais tendance à dire que c'est plutôt vers la cécité à votre place que je me tournerais. Parce que oui, enfin, il en existe des stages, il y en a alors moins en ce moment, vous vous en doutez. Mais sinon, oui, ça existe. Il y a des fois des clubs photos qui en font. À Riedisheim, pas très loin, il y a un très gros club photo qui a une très grosse réputation en France. Ils organisent régulièrement des stages. Ils organisent régulièrement des stages, donc vous pouvez chercher stage photo. Effectivement, c'est peut-être rechercher aussi sur le site de Chasseurs d'images, qui est un magazine de référence en Europe, magazine français de référence en Europe sur l'image, qui parle souvent de stages. Vous pouvez trouver des choses là-dedans, ou effectivement à la CCI, chambre de formation ou autre. J'avoue que moi, j'en fais pas. Je suis autodidacte. Donc c'est par l'échange avec mes pairs et puis par la pratique personnelle que j'améliore ma pratique photographique. Mais non, stage, je ne connais pas. Voilà. Il faut, là pour le coup, Caroline, peut-être vous aider. Oui, moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a rien à vendre. On est là en toute... on parle vraiment purement de technique. Et en fait, nous, on peut vous mettre en relation, bien sûr, comme vous êtes sur Belfort. On va vous mettre en relation avec des entreprises qui proposent des stages. J'ai vos coordonnées, donc on va rester en contact, ne vous inquiétez pas. Pas de problème. J'ai déjà une entreprise en tête, mais je ne vais pas faire de pub, mais je vous mettrai en contact. On a quelques très très bons photographes et quelques très bonnes boutiques de photographes à Belfort. Il y a des gens qui sont pas loin. On a des maîtres compagnons photographes à Belfort, il faut le savoir. Ça peut être le genre de choses qu'ils font peut-être. Bien, je crois qu'on est arrivé au bout de notre Café du Commerce. Merci vraiment à tous d'y avoir assisté. On se retrouve dans un petit mois pour un nouveau Café du Commerce. Et puis, dans l'intervalle, vous recevrez donc effectivement, comme je l'avais dit, notre newsletter La Boutique à partir de mercredi. À très vite et bonne reprise pour ceux qui vont pouvoir réouvrir.